Donc là, on va mettre en application ce que vous avez pu voir durant les cours réseau. On vous invite à regarder les précédentes vidéos si vous n'avez pas suivi les cours réseau. Alors, bon, ça c'est le support, hein, je passe. Donc au niveau du plan du TP, on va voir comment on va communiquer sur un réseau local. Au niveau de la couche 2, donc la couche 2, c'est la manipulation des adresses MAC, je vous rappelle. On identifie la couche 2 avec l'adresse MAC. Alors, on va regarder brièvement sous Linux et sous Windows, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, ensuite on va regarder, on va faire un premier exercice sur le spanning tree, sur les boucles réseau. On va regarder un peu, on va utiliser un petit simulateur réseau, donc ça je vous en parlerai plus tard. On va écrire une trame et on reverra un peu le spanning tree, on reparlera de ça. Bon, je parle pas de la suite, sûrement je ferai une deuxième vidéo pour le deuxième chapitre. On va y aller par étapes. Alors, comment communiquer sur un réseau local? Alors, je vous ai expliqué que au niveau des différentes couches du modèle OSI, on avait donc les 3 premières couches, la couche 1 qui est la couche physique, la couche 2 qui est la couche liaison de données, la couche 3 qui est la couche réseau. Comment on identifie la couche 2? Grâce à son adresse MAC. Et comment on identifie la couche 3? Grâce à son adresse IP. Alors, sous Windows, comment connaître le paramétrage MAC adresse et IP adresse sous Windows? Tout simplement en ouvrant une invite en ligne de commande. Donc, pour les anciens, si je parle des MS-DOS, ça va vous parler. Pour les plus jeunes, en fait, sous Windows, vous exécutez la commande CMD ou commande, mais bon, CMD, ça diminutif, ça va bien plus vite. Vous tapez CMD dans la barre de recherche Windows si vous êtes sous Windows 10, ou sinon c'est un démarrer exécuté si vous êtes encore sous XP ou de versions antérieures. Donc démarrer exécuté, CMD, ça vous ouvre cette invite de commande, et là vous pouvez taper une commande qui s'appelle ipconfig. Alors ipconfig, ça va simplement vous donner des informations IP sur la carte ou les cartes réseau que vous avez dans votre ordinateur. Et si vous rajoutez la commande /all, ça va tout simplement vous donner beaucoup plus d'indications. À savoir, alors là vous pouvez voir ipconfig /all. Alors l'espace n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de faire un espace. Alors si vous faites ipconfig /, normalement on va vous donner des options. Voilà, mais bon, là pour le coup on s'en fout un peu. Là ce qu'on veut voir c'est les différentes informations sur la machine. Donc là on s'aperçoit qu'on a d'une part le nom de l'hôte. Le nom de l'hôte, ça fait référence à DNS. Je vous rappelle que DNS c'est un protocole de couche 4, la couche transport, UDP pour 53 normalement, si mes souvenirs sont bons, vous pourrez vérifier. Normalement c'est UDP 53. Donc on voit que le nom de la machine au niveau DNS c'est Eric enfin voilà, un nom un peu à rallonge. On voit la carte réseau Ethernet, connexion réseau local, donc on voit le nom de la carte réseau, enfin plutôt la description de la carte réseau. Et la chose intéressante c'est l'adresse physique. L'adresse physique c'est l'adresse MAC. D'accord? Donc quand on vous parle d'adresse physique ou parfois d'adresse réseau, attention sous Windows, si on va en interface graphique, on voit des fois adresse réseau, attention c'est l'adresse MAC. De toute façon on le voit quand on voit la façon dont est écrit l'adresse, on voit vite si c'est une adresse IP ou une adresse MAC. Je rappelle que l'adresse MAC, normalement elle est écrite en hexadécimal, alors que l'adresse IP c'est en décimale pointée. Alors l'adresse physique, on s'aperçoit qu'on a bien nos 6 octets, oui voilà. On est bien sur 6 octets, donc le compte est bon. On voit que un octet, tous les octets sont séparés d'un tiret. Alors ça, c'est pas une nomenclature, attention. C'est pas obligatoire, c'est pas normé. On ne dit pas, contrairement à l'adresse IP, on va pas dire, voilà, c'est un octet, un tiret, un octet, un tiret. L'adresse MAC peut s'écrire de différentes façons. Alors sous Windows, c'est un octet, un tiret. Et on verra que sous Linux, c'est un peu différent. Ensuite, on voit que le DHCP est activé. Donc DHCP, rappelez-vous, DHCP c'est pareil, un protocole de couche 4 qui va vous permettre de récupérer une adresse et pas simplement une adresse IP. Vous allez récupérer une passerelle par défaut, une masque de sous-réseau.
on peut récupérer des adresses IP de DNS, enfin on peut récupérer énormément de choses avec DHCP. Je pense que DHCP ça peut faire l'objet d'une vidéo, parce qu'on peut faire énormément de choses avec DHCP, mais vraiment beaucoup de choses. Donc on récupère, donc là on voit qu'on est en DHCP, là c'est clair, on voit qu'on a récupéré une adresse IP, avec un masque de sous-réseau. Alors on voit que le masque de sous-réseau il n'est pas commun, puisque là on aurait pu avoir 2 fois 255.0.0 ou encore 3 fois 255.0. Là on voit qu'on est sur un masque de sous-réseau un peu particulier, donc on peut penser qu'on a des sous-réseaux. Les sous-réseaux on le fera un peu plus tard. On verra que c'est pas si compliqué que ça, il y a des techniques pour calculer les sous-réseaux, c'est assez simple. On voit qu'on a une passerelle par défaut, qui est cette adresse IP. On voit également l'adresse IP du serveur DHCP et l'adresse IP du serveur DNS. Et on remarquera que la passerelle par défaut DHCP DNS, c'est la même adresse IP. Alors là, vraisemblablement, on a affaire à une box. Vous savez, la box que vous avez à la maison, elle fait tout. Elle fait passerelle par défaut, DNS, DHCP, on fait beaucoup de choses. On voit aussi qu'on a un autre serveur DNS, donc une autre adresse IP. Donc des serveurs DNS, vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez, voilà, c'est pas obligé d'en avoir qu'un seul. Tout simplement que voilà, s'il y a un problème sur votre serveur DNS, bah, vous avez ce qu'on appelle un serveur secondaire, voire un troisième serveur DNS. Chose intéressante aussi, comme on est en DHCP, on a une notion de bail. Le bail, c'est tout simplement des informations. Donc là par exemple, on voit que le bail a été obtenu le vendredi 5 novembre en 2010 à telle heure, et on voit que notre bail expirera le lendemain à 10h29 et 9 secondes. Donc on a un bail de 24 heures. Typiquement on a un bail de 24 heures. Donc le bail, on ne peut pas dire qu'il y ait de logique, enfin de logique, disons qu'il n'y a pas de bonne ou un bon ou mauvais paramétrage de bail, ça dépend du contexte. Si vous êtes sur, on va dire, sur un réseau, on va dire, public, c'est-à-dire que vous êtes dans un aéroport ou dans une gare, dans une bibliothèque, où on sait qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont passer, on va mettre un bail assez court. On peut penser effectivement un bail de 24 heures, c'est très bien. On peut même le baisser, peut-être 12 heures, ça suffit largement. Par contre, quand vous êtes dans une entreprise, où effectivement vous êtes en plus sur des ordinateurs fixes, voilà, pour le coup, le bail il va être un peu plus long. Vous pouvez mettre 7 jours, vous pouvez mettre 2 semaines, vous pouvez mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut essayer de trouver un juste milieu en fonction du contexte. Donc là, il n'y a pas de juste ou de bon, de mauvais bail, c'est en fonction du contexte. Ça, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo quand on parlera de DHCP. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est surtout l'adresse MAC. Donc on voit que l'adresse MAC est écrite de cette manière sous Windows. Au niveau de l'interface graphique, donc je vous laisse lire rapidement au niveau des propriétés. Donc là, je crois que c'était sous XP, donc sous Windows 10, c'est un peu différent. Voilà, enfin bref, vous arriverez à un moment donné sur la carte réseau, je vous fais confiance. Donc à un moment donné, vous allez tomber sur la fameuse carte réseau. Donc là, on s'aperçoit, comme tout à l'heure en ligne de commande, on voit que c'est une carte virtuelle, c'est du VMware. C'est une carte virtuelle du coup, et on va effectivement pouvoir regarder dans client pour réseau Microsoft. Alors attendez, je regarde. Voilà, donc au niveau des propriétés, au niveau de la carte, au niveau de la carte, vous avez un bouton configurer. Un bouton configurer qui va vous permettre d'aller dans des options au niveau de la carte. Donc là, pour le coup, on va dans l'onglet avancé, et dans l'onglet avancé, on va pouvoir retrouver Network Address. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Network Address, si on le traduit littéralement en français, ça veut dire adresse réseau. Mais attention, c'est l'adresse réseau, mais du point de vue de la couche 2. Donc la couche 2, c'est quoi? C'est l'adresse MAC, tout simplement. Et on voit que la valeur, c'est... bon là c'est un peu farfelu, c'est écrit pour l'exemple. On voit que l'adresse MAC n'est plus notée avec des tirets. Elle est notée avec rien du tout. C'est des chiffres et des lettres. Bon là il n'y a pas de lettres, mais il faut s'imaginer qu'une adresse IP, une adresse MAC c'est en hexadécimal, donc du coup vous avez des chiffres, des lettres normalement. Et pour les lettres, je vous rappelle, c'est de A à F, pas plus.
puisqu'on est en hexadécimal, et là on voit qu'il n'y a rien. Donc pour le coup en interface graphique, c'est pas comme en interface ligne de commande, voilà, c'est super cohérent, mais bon, à part ça, tout va bien. Bon, disons que l'adresse MAC, on va pas trop la bricoler normalement, puisque voilà, l'adresse MAC, comme je vous expliquais, elle est normalement unique au monde. On n'est pas censé aller la bricoler, hein, de la trafiquer, mais on peut le faire. On peut le faire si on est malveillant. J'espère que vous ne l'êtes pas, mais aussi on peut le faire pour faire des tests. On peut faire des tests d'intrusion en disant ben voilà, je vais utiliser une adresse MAC légitime sur mon réseau. Moi, je suis illégitime avec un ordinateur justement que je veux tester l'intrusion avec via l'adresse MAC. Je peux changer et usurper une adresse MAC. Donc, il y a des cartes réseau sous Windows où on peut changer l'adresse MAC. Donc là, pour le coup, on peut le faire. On peut changer l'adresse MAC. Il y a des cartes réseau sous Windows, on ne peut pas le faire. Donc là, ça s'aperçoit qu'en changeant l'adresse MAC, on n'a plus... alors, on peut remonter... On voit que l'adresse MAC, voilà, on avait cette adresse MAC. On l'a changé en interface graphique. Et on voit que l'adresse MAC a changé. 0, 01, 02, 03, 04, 05. On ne peut pas le faire sur toutes les cartes réseau, ça dépend des pilotes que vous avez. Ça, c'était sous Windows. Maintenant, sous Linux. Sous Linux, on va changer la commande. C'est plus ipconfig, c'est ifconfig. Ifconfig, et là, on va voir des informations, surtout, voilà, on va voir toutes les informations, donc l'adresse MAC. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus parlant, parce qu'on a HWADDR pour hardware adresse. Donc là, c'est vraiment l'adresse physique de la carte, donc c'est bien l'adresse MAC. Et là, on s'aperçoit que l'adresse MAC n'est plus notée avec des tirets, mais avec des 2 points. Voilà, donc j'ai envie de dire que c'est un peu plus cohérent parce que les 2 points, on va le retrouver dans pas mal on va le retrouver dans pas mal d'équipements réseau, switch, routers. On a souvent des 2 points. Enfin, je dis souvent, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc voilà, faut pas en faire une généralité, mais bon, voilà. Sous Linux, c'est 2 points. On retrouve quoi? On retrouve l'adresse IP de la machine. On retrouve également l'adresse IP de broadcast, hein, donc l'adresse IP de broadcast, et le masque de sous-réseau. On voit même l'adresse IP au niveau de l'IPv6, donc ça j'en parle pas, hein, c'est vraiment un truc à part, donc ça on fera peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est pas l'objet. Voilà, donc on voit bien l'adresse MAC de la machine, qui est 0008, machin truc. Ce n'est pas même que sous Windows, mais c'est normal puisque ce n'est pas la même machine. Enfin, voilà, dès qu'on change de carte réseau, on change d'adresse MAC, ce qui est tout à fait logique. Par contre, sous Linux, c'est très très simple de changer une adresse MAC. Et pour changer une adresse MAC, il suffit tout simplement de taper ifconfig avec des paramètres. Alors, des ifconfig, des paramètres, il y en a énormément. Donc on peut. Donc je vous rappelle que ipconfig, c'était pour visualiser. Ifconfig sous Linux, c'est pour visualiser, mais c'est aussi pour modifier. Donc si on tape la commande ifconfig avec le nom de l'interface, donc ETH0, on dit qu'on veut changer l'adresse physique de l'interface ETH0. Au niveau Ethernet, on veut mettre cette adresse MAC. Donc voilà, c'est une ligne de commande et ça marchera théoriquement, hein, j'ai déjà fait le test sur plusieurs machines, ça marchera sur toutes les cartes réseau. On fait un ifconfig derrière et là on a changé l'adresse MAC. Magnifique. Donc toujours pareil sous Linux, hein, la commande man pour avoir des informations sur la commande. Voilà. Donc interface graphique avec les démos que je fais, il n'y aura jamais d'interface graphique sous Linux. On aura toujours les interfaces en ligne de commande, donc ça sera non traité dans ce tuto. Voilà. Donc bon, c'était assez simple, hein, on va dire pour le coup, au niveau de l'adresse MAC. Au niveau, on est toujours au niveau de la couche 2, hein, je rappelle, adresse MAC, dans la couche de liaison de données, identifiée par l'adresse MAC. Un petit exercice théorique, après on fera des exercices plus pratiques. Prenons l'exemple de ce petit réseau. Bon, hein, c'est de la théorie, hein, voilà. Donc nous avons 3 switches connectés, on va dire, les uns aux autres, en cascade. Sur chaque switch, on a des machines de connecter. Voilà. Donc, hein. Alors, exercice. On a un problème, c'est que le switch 5 tombe en panne. Donc, si le switch 5 tombe en panne,
Donc je vais relire la question. Hein. Problème, le switch 5 tombe en panne et les machines du switch 1 et 9 ne peuvent plus communiquer. Bah oui, hein, effectivement, si ce switch tombe en panne, ou même si ce lien tombe en panne, on a... Bon, alors ces machines, elles sont isolées, hein, ça c'est clair. Eux, ils sont en panne. Si le switch tombe en panne, bah, eux, ils sont foutus. Mais là, pour le coup, on se dit c'est dommage parce que les machines qui sont sur le switch 1 et les machines qui sont sur le switch 9, elles peuvent plus communiquer. Donc on peut se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour éviter de pouvoir avoir une espèce de continuité de service si ce switch tombe en panne. Donc là, je vous laisse mettre pause, hein, si vous voulez réfléchir. Enfin, c'est un exercice très simple, hein, donc à un moment donné, je pense que vous avez tous trouvé la solution. La solution serait de dire, ben, on relie le switch 1 et 9. Bon, voilà, en plus, on vous le dit, hein, si nous relions le switch 1 et 9, que se passe-t-il? Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe tout simplement que, bah voilà, le switch tombe en 5, tombe en panne, on relie les switches, et là, le tour est joué, ça fonctionne. Le problème, c'est que si le switch 5 refonctionne, il va y avoir un gros problème. Alors, pourquoi il va y avoir un gros problème? Alors, pour ça, il faudrait faire un schéma. Le schéma, vous l'avez ici, hein, mais bon, je vais le faire de manière avec la souris. Hein, je vais vous montrer. Donc, imaginons que cette station. Alors, il faut imaginer qu'ici, du switch 1 au switch 9, on a un câble maintenant. D'accord? Imaginons que la station 1 là veuille envoyer un paquet broadcast. C'est-à-dire que broadcast, ça veut dire que le switch, lui, quand il va un paquet broadcast, il va le diffuser sur tous les ports. Alors attention, je dis un paquet broadcast, on est toujours en couche 2. Hein. Le paquet broadcast en couche 2, l'adresse, au niveau de l'adresse MAC, ça va être que DF. Ça veut dire que la station 1, elle va poser une question sur le réseau en couche 2. Mais comme elle ne sait pas à qui s'adresser, bah, elle va poser la question à tout le monde. À tout le monde, tous les gens qui sont connectés à son réseau local. C'est comme si vous étiez dans une pièce, vous avez, je sais pas moi, une vingtaine de personnes dans la pièce, et vous voulez poser une question à quelqu'un, mais vous ne savez pas qui va vous répondre. Donc vous posez la question à tout le monde. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'heure, par exemple? La personne qui a l'heure va vous répondre. Mais vous ne savez pas qui c'est, donc vous allez poser la question à tout le monde. Bon. Donc je pose la question à tout le monde. Donc switch 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser la question au switch 5, mais il va aussi poser la question au switch 9. On est d'accord? Puisque là, on imagine qu'il y a un câble là. Focalisons-nous sur le switch 5. Le switch 5 reçoit la demande. Ok, il y a quelqu'un qui demande l'heure. Donc il va envoyer les données sur ce port et sur ce port. Mais il va également l'envoyer sur ce port. On est d'accord? Puisque lui, il reçoit le paquet de switch 1, il va le renvoyer sur tous les ports connectés de manière à faire un broadcast du paquet qu'il vient de recevoir. Bon. Donc attention, vous voyez, il a bien envoyé le paquet ici. Le switch 9, lui, il a également reçu le paquet du switch 1. Il reçoit le paquet du switch 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer sur la station 11, la 12 et la 13. Mais il va également l'envoyer sur le switch 5. Lui, il ne sait pas que le switch 5 a reçu la donnée. Donc il va le renvoyer au switch 5. Le switch 5, lui, il reçoit un paquet du switch 9. Donc il va le renvoyer à la station 8, à la station 9, à la station 10. Mais il va également l'envoyer au switch 1. C'est un paquet broadcast, il l'envoie sur tous les ports connectés. Le switch 1, il va l'envoyer sur la station 1, la station 2, la station 3, mais également switch 9. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle une belle boucle. Enfin, je ne sais pas si elle est belle, mais il va y avoir une boucle qui va avoir pour conséquence d'avoir une information qui va tourner, jusqu'à ce que votre réseau sature. Alors là, le fait de l'expliquer, ça prend du temps, vous voyez, ça prend énormément de temps, on explique la partie théorique, mais il faut savoir que si vous le faites sur un réseau, en même pas quelques secondes, vous allez saturer votre réseau. Hein. Ça va aller très 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 vite. Là, vous avez que 3 switches. Bon, les 3 switches, on va dire, c'est pas très grave. Voilà, on débranche un câble, c'est fini quoi. Mais il faut savoir que sur des très gros réseaux, je dis des très gros réseaux, attention, de couche 2, hein,
on n'est pas encore en couche 3. Sur des très gros réseaux, vous pouvez, en branchant un simple câble, vous pouvez saturer tout votre réseau. Mais saturer en quelques secondes. Si sur vos réseaux, vous avez de la data, de la voix, de la téléphonie sur IP, vous avez de la vidéo, vous avez d'autres types de flux, vous avez planté tout votre réseau. Donc là, c'est très très important de maîtriser ce réseau. Donc on peut regarder le corriger. Vous venez de créer ce qu'on appelle une boucle de commutation. Cette boucle est grave car elle offre deux chemins possibles pour atteindre une destination. Dans le cas de l'envoi d'une trame vers une machine, le switch empruntera ces deux chemins et la trame arrivera à destination deux fois. Cela devient très gênant dans le cas d'un broadcast. C'est ce que j'expliquais. En effet, notre broadcast va être envoyé sur les deux chemins, puis arriver au prochain switch. Il va être envoyé par les deux chemins possibles, puis arriver au prochain switch, renvoyé par les deux chemins possibles, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le switch ait trop de broadcasts à traiter en même temps et soit complètement saturé. Ce phénomène s'appelle une tempête de broadcast. C'est le terme, hein. Attention, c'est pas une blague. On appelle ça une tempête de broadcast. Il est extrêmement puissant et peut faire écrouler les plus grands réseaux. Donc c'est vraiment, c'est même plus qu'une tempête, quoi. On pourrait même assimiler ça à une tornade. Enfin voilà, des trucs qui sont très très violents, hein. Bon là, ça reste de l'informatique. C'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme. C'est franchement, il faut, enfin dans les termes, tempête de broadcast, c'est très bien. On va dire. Pas non plus, voilà. Alors, il suffit de créer une simple boucle, il suffit de relier les deux extrémités d'un câble au même switch. Pour régler ce problème de boucle, il existe un protocole nommé Spanning Tree. Donc dans la norme I3E, c'est le 802.1d, qui sera étudié en paragraphe 1.2. Donc ça, on pourra en parler plus tard. Je vous expliquerai comment fonctionne le Spanning Tree. Donc en fait, le Spanning Tree, hein, c'est pour faire une introduction, c'est que oui, il faut mettre un câble, hein, il faut créer une boucle, sauf qu'on a un protocole qui s'appelle Spanning Tree qui, lui, va bloquer la boucle quelque part. Voilà, j'en dis pas plus, on verra ça un peu plus tard dans le TP. Alors, exercice numéro 2, simulateur réseau. Donc je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure, mais là on va rester sur la partie théorique encore. Donc nous allons nous servir d'un simulateur, il n'y a pas d'installation à faire, c'est juste un exécutable. Enfin, voilà, je mettrai des liens dans la description pour le télécharger. Alors ça, c'est un simulateur qui est super bien foutu, c'est très minimaliste, enfin, je veux pas que ce soit vu ça comme un point de vue péjoratif, pas du tout, loin de là. C'est un outil qui est très simple pour expliquer le fonctionnement de la couche 2. De la couche 3 et la couche 4 également, mais voilà, déjà pour expliquer la couche 2, c'est très très bien fait. Alors, il faut juste savoir qu'il y a une version gratuite qui est extrêmement buggée. Donc je sais pas si ils ont remis à jour la version gratuite, je pense pas, hein, mais elle est très buggée. Mais une fois que votre réseau est mis en place, vous pouvez faire des tests, ça fonctionne plutôt bien. C'est juste dans la conception du réseau où ça bug pas mal. Mais bon, c'est un peu archaïque au début, mais bon, une fois qu'on y arrive, les tests fonctionnent bien. Et puis vous avez la version payante qui, elle, fonctionne très bien. Donc pour le coup, alors c'est pas très cher. Si vous avez les moyens, si vous êtes étudiant, non, franchement, les prix sont abordables. Et si vous êtes dans un cursus, enfin, si vous êtes étudiant, que votre école peut acheter des licences, c'est pas très très cher. Vous pouvez proposer ça à votre prof. Franchement, ça vaut le coup, quoi. C'est un logiciel plutôt bien foutu. Alors, on va faire un test avec des hubs. Alors, les hubs, pour expliquer ce que c'est un hub, c'est un petit commutateur. Enfin, un commutateur. C'est un boîtier, un répartiteur. Voilà, on peut appeler ça comme ça, un répartiteur qui, à la différence d'un switch, est plus vu comme une prise multiple, c'est-à-dire que vous branchez tout ce que vous voulez dessus et tous les paquets sont broadcast. C'est-à-dire que quand vous envoyez des paquets unicast, donc si vous envoyez un paquet à une adresse MAC bien particulière, le hub lui s'en fout un peu, il le renverra sur tous les ports. Donc pour le coup c'est un peu bête comme appareil, mais ça rendait bien service à l'époque, hein, début des réseaux, c'était bien pratique. Bon, je vous le dis honnêtement, des hubs, normalement, vous n'en verrez plus.
Si vous envoyez, bah, surtout il faut les supprimer, il faut les remplacer par des switches nouvelle génération. Désolé pour le téléphone, bon, comme je l'avais dit, j'ai pas le temps de faire du montage, donc désolé pour les bruits alentours. Donc au niveau de ce petit exercice, alors donc on vous demande de réaliser ce réseau, donc bon. J'expliquerai dans une prochaine vidéo comment on utilise ce logiciel. On va rester sur la partie théorique pour le moment. Donc si on connecte le hub 2 et le hub 3, c'est comme pour le switch, on va avoir une boucle. Et du coup, même le logiciel ne vous laisse même pas la possibilité de le faire. Hein. Donc vous avez un message d'erreur, on vous le dit là. Hop, si ça pouvait partir ça. Il y a un message d'erreur. Voilà, nous indiquant qu'il y a une boucle. Donc on ne peut même pas le faire. Le logiciel ne vous l'autorise pas. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez le faire, hein, ça va bien planter, mais là le logiciel il est assez intelligent pour vous dire c'est pas possible. Donc enlevez un des câbles et essayez à nouveau d'envoyer une trame broadcast. Ah oui, alors pardon, excusez-moi. Oui, le câble on va pouvoir le mettre. Par contre, vous ne pourrez pas envoyer de trame broadcast puisqu'il va vous envoyer balader en disant c'est pas possible, il y a une boucle. Donc enlevez un des câbles et essayez à nouveau d'envoyer une trame broadcast, puis en unicast vers une autre machine. L'unicast est l'utilisation normale des réseaux quand on envoie une trame vers une unique destination. Quelles sont les différences observées entre les deux et pourquoi? Donc voilà, on en a déjà parlé. Hein, il n'y a pas de différence avec des hubs. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous sommes sur des hubs et les trames sont de toute façon envoyées à tout le monde. De la même manière qu'en broadcast. Voilà. Donc les hubs, il faut les bannir de votre réseau. Par contre, et ça fera l'objet d'une autre vidéo quand on parlera d'un logiciel qui s'appelle Wireshark, ça peut vous rendre service quand vous voulez capturer des trames sur un ordinateur, sur un serveur. J'en dis pas plus, mais ça peut vachement vous servir un hub. Donc si vous retrouvez un hub dans une entreprise, gardez-le précieusement parce qu'un jour il pourra vous servir. Pas pour la production, ça c'est clair, mais par contre pour faire des tests, oui ça peut vous servir. Donc maintenant on va revenir sur un switch, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors tout ce que je fais là, je ferai une vidéo à part entière avec le logiciel, voilà, puisque pour le coup ce sera plus simple. Donc là, on est toujours sur de la théorie, d'accord? On passera sur de la pratique un peu plus tard. Alors on vous demande de réaliser un tout petit réseau, alors pour le coup c'est très simple, un switch avec 3 ordinateurs. On vous demande de vider la table MacPort. Alors la table MacPort, en français on appelle ça la table CAM. Rappelez-vous, c'est l'association des adresses MAC avec le numéro de port. Là par exemple, si la station 1, 2, 3 ont communiqué avec le switch, le switch il sait que sur le port 1, enfin imaginons que ça sur le port 1, il y a l'adresse MAC de la station 1. Il sait que sur le port 2, on a l'adresse MAC de la station 2, et ainsi de suite. Donc là, pour le test, on vous demande de vider la table. Donc vous videz la table du switch pour être sûr que le switch, il n'a aucune information dedans. Vous allez maintenant envoyer une trame unicast vers une des deux autres machines. Donc si j'envoie une trame unicast, donc je dis à la station 1, envoie-moi une trame unicast à la station 2, donc on va vous demander l'adresse MAC, on va dire ok, j'envoie une trame unicast, donnez-moi l'adresse MAC de la station 2, donc vous donnez l'adresse MAC de la station 2, il est censé envoyer l'information à la station 2. Donc si on envoie un paquet identique, donc là pour le moment, comme il ne connaît pas les adresses MAC associées au port, que va-t-il se passer? Il va envoyer l'information à la station 2, mais il va également envoyer l'information à la station 3. Il ne sait pas qui a l'adresse MAC, donc il va l'envoyer sur tous les ports qui sont connectés, couche 1. Donc tous les ports qui sont allumés, utilisés, il va l'envoyer le paquet sur tous les ports. Donc ça veut dire que moins vous parlez sur un réseau, et plus vous allez avoir des trames au début, puisque justement il va falloir qu'il alimente sa table. Parce que là par exemple la station 1, elle va communiquer avec le switch 1 en disant envoie-moi un paquet à la station 2. Lui déjà, premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer l'adresse MAC de la station 1. Il va dire ah, la station 1 elle est sur le port 1, donc il va l'enregistrer. C'est-à-dire qu'après, s'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec la station 1, il saura qu'il est sur le port 1, donc il n'enverra l'information que sur la station 1.
Donc là c'est expliqué, hein, la station machine 1 était sur le port 1. Par contre, si on renvoie le même paquet, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que la station 1 va envoyer le paquet. Donc le switch 1, bon bah lui il sait que voilà, c'est la station 1, il le connaît, hein, puisqu'il l'a vu auparavant. Ils se sont déjà vus, donc ils se connaissent. Par contre, la station 2, lui, il ne sait pas qu'elle est sur le port 2. Bah non, parce qu'il a relayé l'information sur le port 2 et sur le port 3, mais à aucun moment la station 2 a répondu en disant ok, j'ai reçu le paquet, quoi que ce soit. Là, on estime que la station 2 n'a pas répondu. Donc, ne sachant pas que la station 2 elle est sur le port 2, bah, il va renvoyer de nouveau les paquets sur le port 2 et sur le port 3. D'accord? Alors, on va lire le texte, hein, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. La même chose, si l'on renvoie un paquet identique, que soit-il, bah, la même chose, hein, le switch a appris que la machine 1 était sur le port 1, mais il ne sait toujours pas sur quel port se trouve la machine de destination. Nous allons maintenant voir comment fonctionne le switch. Pour cela, nous allons suivre son fonctionnement en cliquant sur aucun nœud tracé. On sélectionne ensuite le switch 1 que l'on passe du côté des nœuds tracés. Bon, ça c'est pour l'exercice, on passe, hein, ça c'est le côté pratique, on verra plus tard. Envoyer une trame d'une machine à une autre et observer les étapes de fonctionnement du switch. Passer en mode manuel et envoyer une trame d'une machine à l'autre. C'est maintenant à vous de déterminer ce que doit faire le switch. Bon, voilà, ça c'est la partie pratique, on passe. Donc, typiquement, si on veut que le paquet ne soit envoyé que sur la station 2, ben, il faudra au préalable envoyer un paquet depuis la station 2 à n'importe quelle machine ou en broadcast, peu importe, pour que lui il enregistre l'adresse MAC de la station 2. Et si vous renvoyez un paquet sur la station 2 depuis la station 1, et ben, le paquet sera envoyé que à la station 2. De la même manière, si vous envoyez un paquet de la station 3 vers la station 2 ou de la station 1, même si la station 3 n'est pas connue du switch, ben, il sera que le paquet, il faudra le renvoyer sur le port 2 ou sur le port 3 en fonction de la destination. Ok? Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour sur la partie switch et la partie commutation. On va pouvoir continuer. Un tout petit exercice sur l'écriture d'une trame. Alors là, c'est très très simple, mais vraiment c'est bateau, mais c'est juste pour expliquer l'écriture d'une trame, ce qu'on a vu sur la partie théorique. Donc on imagine que la station 1 envoie une trame à la station 3. C'est le schéma un peu plus qu'on a vu avant. Écrivez la trame à la sortie de la machine 1. Cet exercice consistera simplement à mettre les bonnes informations dans les bons champs de l'entête Ethernet. Donc pour rappel, l'entête, on a l'adresse MAC de destination en premier, l'adresse MAC source en deuxième, le protocole de couche 3, les données à envoyer et enfin le CRC. Donc là c'est très simple. L'adresse MAC de destination, bah, c'est tout simplement l'adresse MAC de la station 3, hein, la station qui est censée recevoir l'information. L'adresse MAC source, bah, c'est la station 1, c'est la machine qui a envoyé la trame. Le protocole de couche 3, on en parlera plus tard. Les données envoyées, bah, c'est des données, hein, c'est ce qu'il veut lui poser comme question, ou c'est peut-être une réponse, hein, à une question. Et enfin le checksum. Alors spanning tree, je vous en ai parlé tout à l'heure. Spanning tree, alors comme cela a été vu précédemment, une boucle, il y a une faute d'orthographe, peut perturber, voire bloquer tout un réseau. Le protocole Spanning Tree permet d'éviter ce problème en coupant virtuellement cette boucle en détectant toutes les liaisons dans le réseau. En pratique, Spanning Tree est un algorithme qui va permettre de savoir quel port il doit couper, sur quel switch, pour favoriser le chemin le plus rapide. D'accord? Comment calculer le chemin le plus rapide? Le Spanning Tree calcule le coût, entre guillemets, du chemin en mettant un point sur chaque liaison. Alors j'ai un exemple très pratique, vous prenez un GPS, le GPS c'est typiquement ça. En fait, quand vous allez d'un point A vers un point B, eh bien le GPS, imaginons que vous ayez dit que vous voulez bien passer par l'autoroute, tout comme ça, on fait abstraction du prix, du péage, tout ça, on estime que l'autoroute c'est un chemin beaucoup plus rapide qu'une nationale, qui est elle-même plus rapide qu'un chemin départemental, qui est même plus rapide qu'un chemin rural, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc en fait, en réseau informatique, c'est à peu près de la même manière qu'on va calculer les chemins, c'est-à-dire que plus la liaison est rapide, et plus le coût est faible. D'accord? Donc,
Si on prend des valeurs alors, qui sont pas anodines, hein, qui ont un sens hein, par rapport à l'évolution des réseaux informatiques, donc si on part à 4 mégas, 10, 16, 100, 155, 1 giga, 10 gigas, 100 gigas, 1 Tera, 10 terabits par seconde, on s'aperçoit que sur un protocole spanning tree qu'on pourrait appeler V1, on a des coûts qui sont, on va dire, à partir du moment où on arrive à 10 gigas, on a des coûts qui sont équivalents. Tout simplement parce que, à l'époque, déjà à l'époque, quand on parlait, alors quand je dis l'époque, on peut dire dans les années 90, je sais pas, je dis ça, mais c'est peut-être avant, c'est peut-être après, mais en tout cas, déjà dans les années 90, parler d'interface 10 gigabits par seconde, on va regarder, voilà, c'est inaccessible, peut-être pour les grands opérateurs, et encore. Donc pour le coup, Spanning Tree ne gérait surtout que des liaisons, entre guillemets, plus ou moins bas débit. Donc 4 mégas, 10 mégas, 16 mégas, 100 mégas, on voit des valeurs qui sont bien différentes. Par contre, avec l'évolution des réseaux, il a fallu réfléchir à un nouveau protocole Spanning Tree, donc on pourrait appeler V2, où là, effectivement, si on prend 10 Tera, 1 Tera, 100 Tera, 10 Tera, 1 Tera et 100 Giga, on voit des poids Spanning Tree qui sont différents. Et on remarquera que la différence de poids entre 1 Giga, qui est de 20 000, et un poids de 4 mégas qui est de 5 millions, le différentiel est bien plus énorme que si on regarde entre 4 et 250 par exemple. Donc là pour le coup, l'interface 4 mégas, là ça sera vraiment le dernier recours. Et enfin, si deux commutateurs ont une valeur de priorité identique, alors l'adresse MAC la plus petite est utilisée pour déterminer celui qui détient la plus petite valeur. Ça reste de la théorie, on a vraisemblablement des constructeurs, alors je dis ça, c'est un point de vue personnel, mais l'algorithme Spanning Tree est normalisé, mais on a peut-être des constructeurs qui, vous voyez le coût de l'adresse MAC la plus petite, il y a peut-être d'autres paramètres qui rentrent en jeu, ou à un moment donné, l'adresse MAC, on la regardera même pas, qu'on n'aura même pas besoin d'aller taper l'adresse MAC. Okay. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Spanning Tree, bien qu'il soit automatique, on peut très bien le titiller, entre guillemets, on peut le tuner. On peut effectivement modifier un poids Spanning Tree sur une interface. Alors ça, c'est à éviter. Typiquement, normalement, on ne touche pas au poids Spanning Tree. Simplement, quand on arrive à des réseaux assez importants, assez complexes, on peut s'apercevoir de choses un peu bizarres. C'est-à-dire avoir des chemins qui sont dire mais c'est pas possible, pourquoi ils passent par là? Un peu comme le GPS. Des fois, vous allez quelque part, vous connaissez bien la région, mais bon, vous mettez le GPS comme ça pour savoir dans combien de temps vous allez arriver, ou à quelle vitesse vous roulez. Enfin, ouais, moi, personnellement, des fois, je mets le GPS, je sais où je vais, mais j'aime bien savoir dans combien de temps à peu près je vais arriver, donc ça peut être intéressant. Puis en plus, maintenant, vous avez des GPS qui regardent la circulation en temps réel, enfin bref, c'est toujours intéressant d'avoir ces infos. Par contre, si on regarde le chemin qu'il emprunte, des fois le GPS, on dit mais il y a un problème quoi, c'est pas possible, pourquoi il passe par là? Il y a toujours une logique mathématique, c'est les spanning trees ou les algorithmes, il y a une logique mathématique. Si vous prenez deux GPS de marques différentes, ou même de même marque, mais on va dire de complexité différente, on peut des fois effectivement avoir des chemins différents en fonction des GPS. En fonction des mises à jour, bien évidemment, mais si on prend des GPS qui sont de marques différentes, je suppose, vous allez avoir des chemins différents. Enfin voilà, peu importe. Mais il y a une logique mathématique. En Spanning Tree, c'est pareil. Quand vous avez votre réseau, vous avez votre belle cartographie, vous avez un réseau assez conséquent, et vous regardez Spanning Tree, vous dites mais mince, mais pourquoi il passe par là? Pourquoi à un moment donné, moi ça m'intéresse pas. Alors attention, normalement ça reste l'exception. C'est-à-dire que dans 95%, pour pas dire plus des cas, tout se passe correctement, on passe par les bons chemins. Mais pour des quelques exceptions, on peut dire mais mince, pourquoi il passe par là? Si on prend la théorie du Spanning Tree et qu'on rentre dans l'algorithme, bon, moi personnellement je l'ai jamais fait, mais si vous devez le faire, mais je reste persuadé que vous allez comprendre pourquoi. Vous dire ah bah oui c'est normal. Au niveau de l'algorithme c'est normal que Spanning Tree me fasse passer par là. Donc on ferme la parenthèse. On peut effectivement toucher au poids Spanning Tree. Mais là encore une fois il faut éviter de le faire. Et si on le fait il faut documenter, savoir exactement ce que l'on fait. Et il faudrait que ça soit limité dans le temps. C'est-à-dire que on sait que là il y a une coquille.
hein, on a un problème, ça ne devrait pas passer par là. On va modifier le poids pour le faire passer par un autre endroit. Par contre, essayez de trouver une solution pour que, de manière automatique, ça passe par le bon endroit. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Donc cette première partie de TP Réseau s'achève. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à poser vos questions dans la description. Bon, c'était vraiment une introduction, hein, vraiment il n'y avait pas de complexité. Je pense que je vais continuer à dérouler le TP de manière théorique, d'accord, et ensuite je ferai des sessions pratiques, vraiment pratiques avec le simulateur. Voilà, donc on va continuer la partie théorique dans une prochaine vidéo.